Et le conflit va s'intensifier dans ce pays entre des pans de plus en plus larges de la population américaine et leurs dirigeants politiques, qui sont des soutiens inconditionnels du sionisme. Je pense que ce qu'on a vu à New York, même si ce n'est pas forcément une tendance nationale, c'est le signe avant-coureur de ce qui nous attend. Parce qu'on voit apparaître une génération plus jeune, mieux formée, plus politisée, des électeurs souvent du genre, à participer à des événements comme le Grayzone Day à Rutherford, dans le New Jersey. D'autres, nombreux aussi, ont rejoint le DSA et d'autres mouvements pour en quelque sorte organiser une prise de contrôle partielle, voire conflictuelle, du Parti démocrate. Et ils remportent des victoires où la question d'Israël devient un enjeu central. On n'avait encore jamais vu ça, même dans un endroit comme New York. Il faut le dire, les candidats soutenus par Mamdani et par la DSA ne comptaient pas uniquement sur les gentrifieurs blancs et les étudiants en master. Ils se présentaient dans des circonscriptions très majoritairement noires et latinos, en pleine gentrification, mais où la plupart des habitants ne l'étaient pas. Ces candidats ont remporté la majorité du vote noir et ont failli obtenir la majorité du vote latino dans le Bronx, battant ainsi le président du caucus hispanique démocrate à la Chambre. Il y a donc eu une remise en cause plus large du Parti démocrate et de ses candidats noirs ou bruns qu'il met en avant comme des marionnettes. Hakeem Jeffries est clairement en difficulté ici, tout comme ses candidats soutenus par l'AIPAC. Et on a vu Dan Goldman perdre de 30 points face à Brad Lander. Dan Goldman, héritier de la fortune Lévi-Strauss, était très progressiste. Aussi progressiste qu'AOC, sauf sur la question de la Palestine, où il se comportait comme un fasciste génocidaire. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné par Brad Lander, qui est passé d'un sionisme libéral à une position plutôt non-sioniste, voire quasi anti-sioniste, pour s'adapter aux nouvelles sensibilités de la jeune base du Parti démocrate. Surtout dans une grande métropole urbaine comme New York. C'est donc assez effrayant pour l'AIPAC. Et ça devrait l'être, mais ce n'est pas effrayant pour les Juifs. Ça ne devrait pas l'être. Pourtant, c'est comme ça que la situation a été présentée dans cette panique sioniste dont on va parler. Mais Aaron, toi, quel est ton point de vue sur ce qui vient de se passer dans ta ville? Eh bien, c'est vraiment enthousiasmant. Et Brad Lander, pour être juste, il se décrit lui-même comme un sioniste progressiste. Mais en même temps, ce qu'il distingue, c'est qu'il soutient le blocage des livraisons d'armes à Israël, contrairement à quelqu'un comme Dan Goldman, contrairement aussi à J Street. Et c'est important. Il y a quelques années, l'idée que Dan Goldman, qui était une sorte de superstar sur MSNBC, souvenez-vous, puisse être critiqué, c'était impensable. Il s'était fait connaître du grand public parce qu'il était l'avocat des démocrates lors du premier procès en destitution de Donald Trump, quand il l'avait visé pour avoir gelé les armes destinées à l'Ukraine, tout en faisant pression sur son gouvernement pour qu'il l'aide dans ses vendettas politiques. Donc Dan Goldman était devenu une vedette de MSNBC parce qu'il avait dirigé cette première procédure de destitution et il avait même fait campagne là-dessus. Mais plus personne ne s'en souciait, parce que cette époque est révolue. Depuis, les gens ont vu en direct un génocide diffusé en continu que Dan Goldman a soutenu, et il en a payé le prix, y compris parmi les électeurs juifs. Et puis les deux autres candidates qui ont gagné, ce sont Claire Valdez et son nom de famille, c'est Chevalier. Ah oui, Daria Elisa Avila Chevalier. Ils sont bien plus radicaux. Je veux dire, et d'ailleurs, sur la question de l'Ukraine, tous les deux ont essentiellement critiqué la stratégie de guerre par procuration des États-Unis et ont appelé à la diplomatie. Et si jamais ils arrivent à tenir cette position plus de 24 heures après leur investiture, eh bien, ils feront mieux que les progressistes du Congrès,
qui avaient retiré leurs lettres en faveur de la diplomatie juste après une petite panique des néoconservateurs à l'époque, en 2022. Et puis surtout, Chevalier est vraiment attaquée en ce moment, parce qu'elle défend, je pense qu'on peut le dire, des positions considérées comme radicales. Elle est ouvertement anti-impérialiste et elle va subir beaucoup de pression. À mon avis, elle va devenir un peu la nouvelle Ilhan Omar, dans le sens où elle sera la cible de beaucoup de préjugés de la part du camp MAGA et de Fox News. Donc leur victoire, franchement, c'est très enthousiasmant. Et je pense aussi que ça reflète la très grande popularité de Zoran Mamdani. Franchement, il a réussi à faire venir beaucoup de monde pour voter. Et s'il n'était pas le maire, je ne pense pas que ces victoires auraient eu lieu. C'est assez évident. Est-ce que ça a des implications au niveau national? Je dirais qu'il y a une certaine limite à ça. Mais le fait que tous ces candidats étaient opposés à l'AIPAC, oui, je pense que ça a vraiment fait bouger les choses. Et ça a enthousiasmé beaucoup de gens. En plus, ce sont tous, je trouve, d'excellents orateurs. Ils sauront bien faire passer leur message, du genre investir dans nos enfants ici, pas dans des bombes à l'étranger. C'est un message percutant, qui parle à beaucoup de monde, surtout après tout ce qu'on a vu se passer à Gaza et dans le reste du Moyen-Orient ces dernières années. Donc oui, c'est un moment vraiment enthousiasmant. Les républicains vont s'en donner à cœur joie avec ça, ou c'est peut-être déjà le cas, en essayant de présenter ces personnes comme le visage du Parti démocrate. Je ne sais pas si ça va marcher. Et c'est exactement le genre de discours qu'on commence à entendre. Voici Bruce Blakeman, candidat républicain au poste de gouverneur, qui va sans doute perdre à New York, parlant de Brad Lander, qui est juif. Brad Lander, c'est une honte. Il est anti-américain, il est antisémite. Même s'il est juif, ce type serait gardien dans un camp de concentration s'il le pouvait. C'est une catastrophe. Il est terrible. Très éloquent. Il est sur Newsmax, qui est en gros un agent étranger pour Israël, financé par le ministère israélien des Affaires étrangères. Et vous savez, nouvelle règle sioniste, Mike Huckabee sera un meilleur juif que Brad Lander, parce qu'il sert loyalement l'État d'apartheid étranger qu'on appelle, entre guillemets, Israël. C'est la logique qu'on nous présente. Voilà le genre d'attaque délirante qu'on voit et qu'on entend. Sean Hannity, qui est clairement l'un des principaux propagandistes de Trump, on pourrait penser qu'il détesterait Dan Goldman, puisque Dan Goldman a été le procureur de Trump sur quoi déjà? Sur le Russia Gate? Enfin, sur le premier impeachment de Trump, celui autour de l'Ukraine, du refus de fournir des armes offensives et tout ça. Donc Dan Goldman faisait partie des cibles de Sean Hannity. Et maintenant, Sean Hannity est presque en larmes à l'idée que Dan Goldman est perdu. Ceci est une alerte de Fox News. Le député sortant Dan Goldman, qui vient d'être interdit d'accès à un café de New York à cause de son soutien à Israël, vient maintenant de perdre sa primaire face à un socialiste radical soutenu par Mamdani. On dirait qu'une situation assez inquiétante est en train de se développer au sein du Parti démocrate, surtout dans un État aussi bleu que New York. Alors, si vous n'avez pas entendu, il a dit que c'est une transformation inquiétante au sein du Parti démocrate. Donc oui, Sean Hannity, l'un des plus grands supporters de Trump sur Fox News, a peur parce que l'homme qui avait poursuivi Trump lors du premier impeachment a perdu. Franchement, ça en dit long sur à quel point la résistance version 1.0 était faible. Le fait que Sean Hannity soit contrarié par la défaite de l'un des principaux leaders de la résistance montre bien que des gens comme Dan Goldman n'étaient pas vraiment une menace pour Trump. Parce qu'en réalité, ils ont canalisé le Parti démocrate vers des causes comme le fait de s'opposer à lui parce qu'il avait gelé les livraisons d'armes à l'Ukraine.
Et en plus, c'était un peu un projet néoconservateur, donc les électeurs ne s'y sont pas intéressés. D'ailleurs, Trump a terminé cette première procédure de destitution avec les meilleures cotes de popularité de sa présidence. Mais ils ont peur de gens comme Zohran Mamdani. Parce que Zohran Mamdani, lui, parle de répondre aux vrais besoins des travailleurs, de mettre les gens qui travaillent au premier plan, de rendre New York abordable, pas seulement un terrain de jeu pour les riches, et d'investir dans les communautés plutôt que d'investir dans leur destruction en Palestine. C'est pour ça que Sean Hannity est ému et qu'il a peur de cette version-là du Parti démocrate. Oui, Sean Hannity, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Il ressemble toujours à l'ancien Sean Hannity, mais on dirait qu'il est de l'autre côté d'une vitre, le visage collé contre le verre. Combien de temps Sean Hannity va-t-il encore garder cette chaise? Là, on a l'un des républicains pro-Trump de service sur CNN, Scott Jennings, qui travaille aussi pour Salem Media, un groupe qui, encore une fois, est dirigé et distribué par un agent étranger enregistré pour Israël. Jennings a participé à des voyages de propagande en Israël, tout comme son collègue de CNN, Van Jones. Et le voilà maintenant en train de commenter ce qui se passe en ce moment à New York. Je suis surpris que vous ayez un peu passé sous silence le principal sujet de cette campagne, à savoir Israël. Dan Goldman est député, il est juif, et ce week-end, il est entré dans un café à Brooklyn où on lui a dit « Vous n'êtes plus le bienvenu ici ». Brad Lander, lui, va parler dans des mosquées en expliquant qu'il veut s'aligner avec Ilhan Omar et le reste du groupe qu'on appelle le Squad. Et finalement, le seul tort de Dan Goldman, j'imagine, c'est de penser qu'Israël a le droit d'exister. Et c'est bien ça le cœur du débat dans cette affaire. Et vous avez le maire de New York, Mamdani, qui déclare à propos de l'AIPAC et des Américains juifs engagés dans notre vie politique qu'ils sont, je cite, des monstres. C'est en train de se passer là, à New York. Les socialistes démocrates sont en train de prendre le contrôle du Parti démocrate. Et ça devrait inquiéter non seulement les Américains juifs, mais tous les Américains, partout dans le pays, parce que c'est la direction que prend le Parti démocrate au niveau national. Regardez ce qui se passe dans le Michigan, et c'est vraiment inquiétant. On expulse des membres juifs du Congrès, démocrates, de cafés à Brooklyn, à New York. Ce n'est pas l'Allemagne des années 30, c'est les États-Unis d'Amérique. Je suis surpris que vous... Je veux dire, regardez bien comment il a parlé des personnes à qui Dan Goldman s'adressait dans les mosquées. Ces personnes sont musulmanes, non? On voit tout de suite le préjugé. Il montre du mépris envers Brad Lander, qui a battu Dan Goldman, simplement parce qu'il a parlé à ces gens, soi-disant, dans une mosquée. Et ensuite, il affirme que Zohran Mamdani aurait traité les électeurs juifs de monstres. Non, il parlait précisément de l'AIPAC et d'autres groupes d'argent occulte qui s'ingèrent dans la politique américaine et dépensent des dizaines de millions de dollars pour faire battre ceux qui s'opposent au génocide. Ils l'ont fait contre des élus des deux partis, Thomas Massie du côté républicain, mais aussi Cori Bush et Jamal Bowman du côté démocrate. C'est incroyable à quel point il peut être de mauvaise foi en quelques secondes seulement, avec des mensonges et un sectarisme aussi flagrants. Ils testent tout ça en groupe de discussion. Ce sont des éléments de langage du Parti républicain. Ils essayent de présenter les démocrates comme antisémites. Ils ont toujours essayé de faire ça. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent gagner le vote juif. Les républicains ne le font jamais. Mais parce qu'ils cherchent à plaire à une classe de donateurs qui de plus en plus passe de leur côté. Et ils proposent une vision déformée de la réalité que vivent les gens à New York. Par exemple, si Dan Goldman n'avait pas été juif, mais qu'on lui avait quand même refusé un café à cause de son soutien au génocide à Gaza, on aurait refusé le café à n'importe qui soutenant ce génocide.
c'est un vrai problème dans de larges parties de New York, où les gens regardent se dérouler en direct ce qu'ils considèrent comme l'Holocauste de notre époque. Et ils sont furieux à ce sujet. Et l'administration Trump a immédiatement repris Dan Goldman, comment elle s'appelle déjà? Harmeet Dillon, qui est la numéro 3 au ministère de la Justice, responsable de ce qu'ils appellent la division des droits civiques, en réalité celle qui vide les droits civiques de leur substance, et qui en plus travaille dans le cabinet d'avocats représentant Shurat Hadin, un autre agent étranger enregistré pour l'État d'Israël. Comme à chaque fois dans ce genre d'affaires, il y a un lien direct avec le ministère israélien des Affaires étrangères. Elle a lancé une enquête contre ce café au nom de Dan Goldman, comme s'il avait été victime d'un crime haineux. Oui, et d'ailleurs, il n'a même pas été refusé de service. Il a acheté un café dans le café, et ensuite le café a publié un message en disant « Hey Dan Goldman, ton argent n'a pas de valeur ici. On te rembourse parce qu'on ne veut pas d'argent taché de sang. » Donc il n'a même pas été refusé de service. Et franchement, c'est assez malin. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à critiquer dans la position de Brad Lander sur Israël. Encore une fois, il se décrit comme un sioniste progressiste, ce qui est déjà une contradiction en soi. Mais c'est plutôt astucieux de faire campagne avec un candidat juif contre Dan Goldman, parce qu'on voit bien cette tentative désespérée d'utiliser le fait que Dan Goldman soit juif comme explication de sa défaite. Oui. Mais tu sais, il a été battu par un autre type juif, et battu grâce au vote de beaucoup d'électeurs juifs à Park Slope, tu vois, et dans d'autres quartiers très marqués par la communauté juive. Donc, stratégiquement, c'était plutôt malin de la part de Zohran Mamdani de soutenir ça. Et ouais, tu sais, je n'ai pas vu Dan Goldman sortir publiquement pour rejeter fermement tout ça, comme tous ces républicains qui utilisent son cas pour attaquer les démocrates. Enfin, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais jusqu'ici, Dan Goldman a l'air de très bien vivre le fait d'être utilisé comme, soi-disant, le symbole de l'antisémitisme. Oui. Alors, voilà un aperçu de ce qui va se passer quand Josh Shapiro sera forcé d'abandonner la primaire, ou Rahm Emanuel, mais surtout Josh Shapiro. Ils vont simplement se poser en victime, et ils seront accueillis à bras ouverts par les républicains et les néoconservateurs. Et vous savez, on a vu James Carville appeler à une scission chez les démocrates, entre ceux qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas le soi-disant droit d'Israël à exister. Et puis, il y a Meghan McCain qui n'arrête pas d'en parler. À mes magnifiques amis juifs d'Amérique, on vous aime. Vous n'êtes pas seuls. On est aussi bouleversés que vous, et on voit très clairement ce qui se passe. Ce qui se passe. Brad Lander, le progressiste sioniste Tikkun Olam, plutôt fade, a gagné, et c'est la nuit de cristal. Et j'imagine qu'on n'est pas magnifique selon elle. C'est seulement pour mes magnifiques amis juifs. C'est de la pure hystérie. Elle essaie de faire croire que des camps sont en train d'être construits. On voit très bien ce qui se passe. C'est l'une des réactions les plus délirantes que j'ai vues. C'est cette femme, Lizzie Savetsky, qui fait partie du cartel des 7000, une propagandiste payée pour l'État d'apartheid d'Israël. Elle dit « Hey, New York, c'est la guerre. La diplomatie est morte. Il est temps de jouer sale. Alors, place aux tactiques de Meir Kahan. » Vous savez, franchement, Anish Marad et The Poets. C'est vraiment pas digne de nous de jouer à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. soulagé par les résultats des élections d'hier soir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez, pendant si longtemps, beaucoup ont cru qu'on pouvait simplement continuer à flatter, à ménager tout le monde pour gagner, que tout irait bien, que tout resterait gentil. Mais maintenant, on voit bien que pendant tout ce temps, les rouages tournaient
tournait jusqu'à nous mener droit vers une société pro-djihad, socialiste et haineuse envers les Juifs. Et c'est à ça que je rentre chez moi. Je rentre dans une ville où, lors de la fête de victoire d'une primaire à New York, on scande « Libérez la Palestine », avec notre maire de New York qui se joint à eux, puis prononce un discours de célébration. Et tout le monde agit comme si c'était normal de crier des choses génocidaires sur les Juifs. Libérer la Palestine. C'est un slogan à caractère génocidaire. La population juive en dehors d'Israël. Oui, il est temps. Très éloquent. Les gants sont tombés. Regardez combien de milliards de dollars nos organisations juives historiques ont gaspillé à combattre l'antisémitisme. Regardez où ça nous a menés. Regardez New York. Regardez ce qu'on vient d'élire à la primaire démocrate. Regardez ces politiciens trop effrayés pour prendre position. Est-ce que ça leur a servi? Non, pas du tout. À moins qu'on compte Brad Lander, un juif antisioniste. J'ai un message pour toi, Brad. Tu sais, les juifs qui se détestaient eux-mêmes ont aussi été gazés à Auschwitz. Bref, pour tous ceux qui dormaient jusqu'à maintenant, j'espère que vous êtes réveillés, parce que c'est la guerre. Et il va falloir se battre salement. Ces milliards de dollars dont elle se plaint qu'ils aient été gaspillés à lutter contre l'antisémitisme, elle a raison là-dessus. Ils ont été gaspillés. Tout cet argent devrait être investi dans le traitement des troubles mentaux, dans la prise en charge forcée de personnes comme elle, pour qu'elles puissent vraiment obtenir de l'aide et affronter ça. Franchement, j'en ai assez de parler de la culture juive, parce que c'est devenu un sujet usé jusqu'à la corde. Le seul contexte où ça m'intéresse encore, c'est par rapport à la Palestine. Mais s'ils étaient honnêtes à propos de la vie juive en Amérique, ils diraient « Waouh, c'est incroyable !» Un peuple qui a été la cible d'une campagne d'extermination il y a 80 ans, pendant l'Holocauste nazi, et qui est aujourd'hui incroyablement privilégié et accompli. Et enfin, les Juifs ont accompli énormément de choses. Ils occupent une place très importante dans la société. Ils sont extrêmement privilégiés. C'est une réussite immense. Mais au lieu de ça, tout tourne autour de l'auto-victimisation et d'un renforcement de la haine. C'est juste, enfin tu vois, et tu l'as souvent dit, c'est là-dessus qu'Israël prospère. Israël justifie son existence en entretenant l'antisémitisme, en nourrissant cette idée que les Juifs sont toujours menacés. Sinon, l'État israélien n'aurait pas de raison d'être. Donc le sionisme se nourrit de toute cette paranoïa et de cette auto-victimisation. Mais franchement, c'est épuisant à regarder, et encore plus d'en faire partie. Oui, et je veux dire, ce sont les voix les plus bruyantes qui prétendent représenter les institutions juives. Celles qui, en gros, nous ont bannis, nous les antisionistes. Elles se présentent comme les Juifs, alors qu'en réalité, elles ne représentent que le sionisme sur les réseaux sociaux. Du coup, les gens qui regardent ça de l'extérieur, les non-juifs, se disent « Ah, les Juifs doivent être complètement fous », parce qu'ils se confondent avec Israël et assument tous ces crimes, non? Cette classe de fanatiques et de sectaires sionistes, ils vivent en ce moment dans leur propre Masada privé, là, à New York. C'est une forteresse de mensonges. Et ils feront tout pour empêcher que la vie juive soit normalisée aux États-Unis. Ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'ils vivent dans un âge d'or, avec des privilèges sans limite, un pouvoir inédit, disproportionné, une protection totale. Et si quelqu'un dit en ligne qu'il n'aurait pas dû recevoir un café, qu'il se fait rembourser ce café, alors des manifestations éclatent dans ce café. C'est ça la réalité dans laquelle ils vivent. S'ils reconnaissent que c'est un âge d'or, leur identité de sioniste commence à se déliter, parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir un sanctuaire juif, un soi-disant sanctuaire juif en Palestine occupée, qui maintient sous siège des millions de personnes pour préserver un avantage démographique sur le peuple autochtone.
Un État en guerre permanente, sur 8 fronts avec ses voisins, et aussi en guerre aux États-Unis. Il n'y en a plus besoin si on admet que, finalement, les choses vont mieux ici. Il n'y a pas, comme l'a rapporté Haaretz, de crise massive de santé mentale comme en Israël, parce que beaucoup d'entre eux ont participé au génocide et qu'ils sont devenus encore plus déséquilibrés qu'ils ne l'étaient déjà. La vie n'est pas si bonne pour les Juifs en Israël. Elle est bien meilleure ici, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Alors, ils doivent au moins créer l'illusion d'une insécurité. Et dans la mesure où cette illusion s'effondre, comme c'est de plus en plus le cas, ils doivent tomber les gants et transformer cette illusion en réalité. Donc, quand elle parle de tomber les gants, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça peut vouloir dire simplement inventer encore plus de faux incidents et de mensonges pour entretenir l'antisémitisme.